Bonjour, bonjour à tous. Je suis Victor Essambé, partenaire national MLC Ingénierie pour le Cameroun. Je voudrais à travers cette vidéo apporter quelques éclairages sur comment est-ce qu'on se fait de l'argent avec le projet MLC Ingénierie en tant qu'investisseur dans ce projet. Avant d'aborder la question directement, je voudrais d'abord profiter pour euh, pour faire un petit briefing sur ce que c'est que le projet MLC Ingénierie. Le projet MLC Ingénierie est un projet de création d'entreprise. Il s'agit de l'idée qu'a un homme, un monsieur appelé Ivan Saltanov, qui, diabétique de son état, se rend compte qu'il est difficile pour les diabétiques d'accéder, bien qu'ils soient en Russie, hein, dans un pays occidental, à des équipements qui permettent de suivre en permanence la glycémie. Il va donc se décider de s'offrir, hein, de s'entourer de certaines personnes pour pouvoir mettre au point une entreprise dont l'objectif sera de concevoir, de réaliser, de produire et de commercialiser des appareils de santé, des équipements, des solutions de santé, notamment un appareil qui permettrait à des diabétiques et même à des non-diabétiques de surveiller en permanence leur glycémie, c'est-à-dire un appareil qu'on appelle le CGM. En français, c'est un capteur permanent de glycémie. C'est un tout petit appareil qui est fixé au bras, relié à un téléphone ou à un ordinateur et qui permet à celui qui l'a sur son bras d'avoir sur son téléphone, sur son ordinateur, en permanence, 24 heures sur 24, les informations sur l'évolution du glucose dans le sang, ce qu'on appelle la glycémie. Ça permet à cette personne, lorsque son taux de glycémie, c'est-à-dire son taux de sucre dans le sang augmente dangereusement, d'avoir des signaux, des alertes et de prendre des dispositions conséquentes pour pouvoir corriger le problème. Ou alors, si c'est le cas inverse, c'est-à-dire que cette personne observe une hypoglycémie, c'est-à-dire une chute dangereuse du sucre, du taux de sucre dans le sang, de prendre des dispositions, des mesures correctives pour relever à la au taux normal ce sucre dans le sang. C'est donc un appareil salutaire pour les diabétiques parce qu'avec un tel appareil, les diabétiques peuvent quasiment s'assurer de vivre longtemps parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour leur éviter les pics ascendants ou descendants de glycémie. Il faut le dire, pour ce qui est des diabétiques, c'est ce qui cause dans la plupart des cas les grammes, c'est-à-dire ces chocs glycémiques-là. Donc, avec un tel appareil, je vous assure, les diabétiques ont là une véritable solution. Sauf que c'est un appareil qui ne concerne pas que les diabétiques. Toute personne normale, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, que ce soit des vieillards, que ce soit des jeunes, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est un appareil salutaire. Parce qu'avec un tel appareil, vous pouvez dire que vous avez de quoi vous prévenir du diabète, vous avez de quoi vous éviter de tomber dans le diabète. Parce que, disons-le, le diabète est une maladie dégénérative, est une maladie chronique pour lesquelles, sur le plan de la médecine conventionnelle, il n'y a pas de solution curative définitive. Il n'y a que des solutions palliatives qui vous accompagnent tout au long de votre vie. Et certaines langues disent que ces solutions palliatives, à un certain moment de votre vie, vont être destructives parce qu'en fait, il s'agit des produits chimiques que vous allez consommer en permanence chaque jour pour contrôler votre glycémie, sauf que ces produits chimiques ne sont pas sans effet secondaire sur votre organisme. Donc, un tel appareil, c'est de par les études que Ivan Saltanov va plus tard, au-delà de son intuition, au-delà de quelques recherches primaires, il va commettre une étude d'envergure dans le monde à travers un cabinet réputé d'enquête marketing. Il va commettre cette étude qui va lui démontrer que effectivement c'est un marché ouvert. Il y a près de 800 millions de diabétiques déclarés dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. En fait, sur 10 personnes chaque jour qui meurent dans le monde, il y a au moins une personne qui est morte du diabète ou des complications du diabète. Ça veut dire que le diabète fait partie des 10 maladies les plus meurtrières. Et cette étude confirme effectivement comment un marché, un potentiel énorme d'un tel équipement. Cette étude va montrer que à peine
10%, à peine 10% de cette demande en un tel équipement est satisfait dans le monde par les deux grosses mastodontes, Dexcom et Freestyle, qui sont les deux entreprises qui commercialisent cette solution actuellement dans le monde. Ces deux structures ne couvrent qu'à peine 10% du marché. Ça veut dire qu'il y a tout un marché ouvert où un tel équipement, produire et commercialiser un tel équipement est une véritable niche commerciale, est une véritable opportunité business au-delà de son caractère humanitaire parce que cela va apporter une très grande solution aux diabétiques, mais mieux encore aux non-diabétiques. Quand on sait donc qu'on a 800 millions de potentiels diabétiques dans le monde et qu'un tel appareil n'est pas que pour les diabétiques, mais même pour les non-diabétiques, on peut dire sans se tromper que c'est un appareil dont le potentiel de marché est de l'ordre de 1 milliard, 2 milliards, why not un peu plus, de potentiel client dans le monde. Et je vous pose une question, vous qui me regardez. Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Si je vous pose la question, est-ce que vous connaissez des diabétiques? Vous allez me dire oui, vous connaissez autour de vous des diabétiques. Si je vous pose la question, quelle est la solution la plus utilisée par tous ces diabétiques? Vous allez vous rendre compte que ces diabétiques n'utilisent que ce qu'on appelle les glucomètres, c'est-à-dire des appareils qu'ils piquent sur le doigt, prélèvent le sang et à ce moment-là ont une idée du niveau de glucose. Sauf que c'est une mesure temporaire. À l'instant T, 1 heure de temps, cette mesure peut être différente. Quelques minutes plus tard, 1 heure, des heures plus tard, le lendemain. Donc, du coup, les glucomètres ont certes un apport, mais ont une grosse limite, c'est que ça ne permet pas en permanence de vérifier le glucose. Et les diabétiques, à force de se piquer les doigts tous les jours, à un moment donné, perdent la sensibilité, se fatiguent de l'usage d'un tel appareil et malheureusement, c'est là où le gramme survient parce que leur glycémie les surprend à chaque fois qu'ils s'attendent le moins. Donc, un tel appareil est salutaire. Voilà donc comment Ivan Sartanov, parti de tout cela, décide de rassembler une équipe de techniciens, plus tard complétée par une équipe de chercheurs de haut rang, qui vont tous ensemble se mettre, commencer à travailler, commencer à faire des recherches, commencer à faire des développements pour pouvoir mettre sur la place non seulement une technologie capable d'analyser le sang, d'analyser le glucose dans le sang. Mais on va se rendre compte, ils vont se rendre compte que cette technologie leur permet d'analyser d'autres paramètres dans le sang, mais aussi beaucoup d'autres paramètres dans les fluides. Du coup, c'est un projet qui ouvre, qui va au-delà d'un simple capteur. C'est un projet qui va au-delà d'une simple mesure de la glycémie. C'est un projet qui va offrir de nombreuses solutions de santé, mais mieux encore des solutions qui vont aider d'autres fluides dans l'environnement, notamment l'analyse de l'eau dans des paramètres pointus et dans des temps records. D'ailleurs, cette équipe aujourd'hui est en train de tutoyer pratiquement 20 brevets d'innovation en la matière et vous pouvez comprendre que lorsque vous avez des brevets, ça veut dire que c'est des innovations majeures dans le monde et qui dit innovation majeure dans le monde, dans le domaine de la medtech, c'est-à-dire dans le domaine de la technologie médicale, parle de quelque chose de très sérieux et sur le plan business d'une véritable opportunité. Sauf que Ivan Saltanov, start-upper de son état, pour financer cette entreprise, se rend compte que les banques ne lui apporteront pas les finances nécessaires puisqu'il n'a pas une capacité de remboursement. Souvenez-vous, les banques ne financent qu'une capacité de remboursement. Vous pouvez avoir des on appelle ça, des éléments, des biens que vous pouvez mettre en garantie, ça ne suffit pas aux banques. Ce que la banque veut voir en premier, c'est une capacité de remboursement. Or, l'entreprise est en train de se mettre en place, donc elle n'a pas de capacité de remboursement. Une autre opportunité serait de se rabattre auprès des gros investisseurs. Sauf que les grands investisseurs, lorsque vous n'avez rien, lorsque vous sortez de nulle part, ils sont capables de mettre la main, de vous imposer leurs conditions, leur rythme de fonctionnement. Et peut-être même lorsque vous ne voulez pas un marché, ils peuvent vous sortir de votre projet parce qu'ils vont vous dire c'est eux qui apportent l'argent. Vous n'avez que l'idée. L'idée ne suffit pas. Avec l'argent, on peut tout. Donc, du coup, c'est une piste qu'il n'a pas voulu aborder dès le départ, bien que plus tard, il parle d'aborder cette piste lorsqu'il faudra des fonds un peu plus importants et qu'il aura tout au moins un certain niveau de réalisation lui permet d'échanger de manière sereine avec ces grands investisseurs. Du coup, il ne lui reste qu'une option aujourd'hui moderne de financement de projet, une option utilisée par la plupart des start-upers, des créateurs d'entreprises, des entrepreneurs modernes dans le monde entier. Ça s'appelle le financement participatif. Ivan Sartanov va donc, avec son équipe de cofondateurs, ouvrir leur capital
c'est-à-dire donner la possibilité à des investisseurs privés de partout dans le monde, à travers une fois de plus la stratégie de financement populaire, ce qu'on appelle le crowdfunding, de rejoindre le capital de son entreprise en leur apportant des fonds et en recevant en contrepartie des parts sociales. C'est dans cette action que cette entreprise aujourd'hui continue de lever les fonds depuis bientôt 2 ans à travers la vente des parts, de ses parts sociales, de ses parts d'investissement pour pouvoir financer la recherche et le développement, son usine de production, bref, tout le développement de l'entreprise. Donc aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez la possibilité de pouvoir rejoindre ce projet, de pouvoir devenir investisseur de ce projet, de pouvoir rejoindre le capital de ce projet, de pouvoir acheter des parts sociales, des parts d'investissement dans cet aspect, de pouvoir prendre le risque d'accompagner cette aventure. J'aime à préciser dans mes vidéos que oui, il s'agit d'un risque. Ce n'est pas de l'épargne. Vous n'êtes pas dans une banque qui vous dit de venir garder votre argent. Vous êtes là dans un projet, dans du capital risque parce que vous avez compris, le projet est en train de se mettre en place. J'aime à dire qu'il est encore dans sa phase privée de développement et c'est la phase la plus sensible, la plus délicate parce que tout est à mettre en place et il est très facile que les choses se passent mal. Il est très facile que peut-être qu'il y ait eu des désillusions. Donc, du coup, durant cette phase-là, vous comprenez pourquoi même les grands investisseurs sont frileux à pouvoir y aller. Et il n'y a qu'une forme de financement comme celle-là qui peut offrir à un start-upper comme lui la possibilité de mobiliser rapidement les fonds, facilement les fonds sans trop de conditions. Et le financement populaire, le financement participatif, le crowdfunding a ceci de particulier, c'est que pendant que vous levez des fonds un peu partout dans le monde, pendant que vous recrutez des investisseurs dans votre capital un peu partout dans le monde, vous faites en même temps connaître votre produit, c'est-à-dire que vous faites déjà un gros travail de communication, de marketing qui va servir les intérêts commerciaux du produit lorsque quelques années plus tard, le produit sera disponible. Voilà donc dans quoi actuellement nous sommes. Aujourd'hui, il s'agit pour des investisseurs russes, puisque le projet est basé en Russie, des investisseurs russes, des investisseurs européens, des investisseurs américains, des investisseurs asiatiques, des investisseurs africains comme nous, quelle que soit leur catégorie, quel que soit leur moyen, quelle que soit leur race, bref, sans aucune forme de restriction, ils auront la possibilité de rejoindre l'actionnariat, de rejoindre le capital social de cette entreprise à travers la plateforme que cette entreprise a mis en place, à travers la plateforme que cette entreprise a mis en place. Une plateforme vous donne la possibilité d'acheter les parts sociales encore une fois et d'apporter du financement pour l'avancement de ce projet. Quand j'ai donc placé ce décor, si vous êtes investisseur et que vous décidez de rejoindre le projet, à quoi faut-il vous attendre comme gain? Deux types de gains vous attendent. Les premiers gains, c'est ce qu'on appelle les dividendes. Un investisseur est un actionnaire de l'entreprise. Et la rémunération des investisseurs, la rémunération des actionnaires, disons-le ainsi, parce que c'est de ça, c'est cette position-là que vous aurez. La rémunération des actionnaires dans une entreprise, ça s'appelle les dividendes. Le salaire, c'est la rémunération des employés. Mais les actionnaires reçoivent ce qu'on appelle les dividendes. C'est quoi les dividendes? En fait, c'est une partie du bénéfice que l'entreprise réalise à la fin d'un exercice comptable ou commercial. C'est-à-dire que durant toute une année d'activité, l'entreprise a fait des recettes. Et pour avoir ces recettes, a engagé des dépenses. À la fin d'une année, l'entreprise fait le point pour savoir est-ce qu'elle a généré des bénéfices. Il faut dire qu'une entreprise comme celle-ci, comme MLC Ingénierie, c'est une entreprise, certes technologique, mais c'est une entreprise commerciale qui se crée pas seulement pour apporter une solution humanitaire, mais pour faire du business, pour gagner de l'argent. Donc, elle a l'intention de commercialiser ses produits et gagner de l'argent. Ce n'est qu'à la fin d'une année d'exercice qu'elle peut donc faire le point entre ses recettes et ses dépenses et voir si elle a généré ce qu'on appelle des bénéfices. Une fois que tous ces bénéfices ont été dénudés de toute forme de frais, ajots et tout, impôts et tout, il reste le résultat net dont une partie va être redistribuée aux actionnaires sous forme de dividendes. Donc, si vous rejoignez ce projet, vous devez vous attendre une fois que l'entreprise s'est correctement installée, parce qu'il faut le dire, actuellement, l'entreprise a terminé avec le financement de sa technologie, est aujourd'hui en train de mobiliser, de vendre les parts d'investissement pour avoir les fonds pour pouvoir construire sa société, son usine de production. Et une fois qu'elle aura
construit, mis en place son dispositif de production, elle se met à produire ses capteurs, elle se met à vendre ses capteurs et au bout d'une année d'activité commerciale, elle peut faire un point. Vous aurez donc, si l'entreprise fait des bénéfices, vous aurez donc des dividendes. Parce qu'il faut le dire, une entreprise comme cela ne fait pas que systématiquement des bénéfices. Il y aura des années où elle pourra faire des bénéfices et des années où elle pourra faire des pertes. D'ailleurs, de mon expérience en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise et en tant que gestionnaire. Voilà, il faut savoir que généralement, les 3 premières années des entreprises, c'est des années déficitaires parce que le niveau de charge est beaucoup plus important que le niveau de recette. Donc, très souvent, les 3 premières années, l'entreprise génère plutôt des pertes. Et en tant qu'actionnaire, lorsque l'entreprise a généré des pertes, vous subissez ces pertes en ce sens que vous n'aurez pas de dividendes, vous n'aurez pas de gains, vous n'aurez pas de l'argent. Il faudra patienter. C'est ça la réalité de l'actionnariat, c'est ça la réalité des copropriétés, c'est ça la réalité de ce type d'investissement. Sauf qu'il y a effectivement d'autres entreprises qui ont la capacité dès les premières années de générer des bénéfices. Et je peux penser, je peux croire que quand je regarde le potentiel commercial de ce projet, quand je regarde la niche sur laquelle cette entreprise est positionnée, le marché, la demande, le coût, la qualité, l'innovation, la qualité du produit en termes de différents paramètres, de la véritable valeur que cela peut ajouter au malade, je peux me permettre de penser que les premières années seront bénéficiaires pour cette entreprise et du coup, dès les premières années, les investisseurs, les actionnaires gagneront de l'argent. Là encore, quand bien même ils gagneront de l'argent, il faut aussi le dire, les premières années ne sont pas les années où on s'enrichit. Généralement, les gains sont très faibles. C'est tout à fait normal. Imaginez, vous lancez votre activité, un petit commerce, une boutique. Est-ce que les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, est-ce que vous gagnez de gros bénéfices? Non. Vous gagnez de petits bénéfices. Et avec le temps, plus l'activité se renforce, que vous commencez à générer de grandes marges. C'est pareil avec un tel projet. C'est pareil avec les entreprises. Parce qu'en fait, vous qui faites un commerce, une entreprise comme cela, c'est toujours une entreprise commerciale, mais à un niveau beaucoup plus grand. Donc, toutes choses étant égales par ailleurs, si vous avez cette réalité-là, sachez que des entreprises comme celle-là aussi ont cette réalité. Donc, en tant qu'investisseur, en tant qu'actionnaire, vous allez gagner des dividendes pour à concurrence des parts des parts sociales, des parts d'investissement que vous avez eues. C'est-à-dire qu'à la fin d'une année, l'entreprise va déterminer la part des dividendes à partager. Elle va diviser cette part d'investissement, cette valeur de dividendes par le nombre total de parts d'investissement détenues par tous les actionnaires. Et maintenant, chaque actionnaire recevra sa part de dividende en fonction de la quantité de parts d'investissement qu'il a. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'imaginons qu'après avoir déduit le montant net de la masse de dividendes à distribuer, peut-être 100 millions de dollars, et il faut évaluer le montant du dividende d'une part, et que on sait que peut-être l'entreprise a vendu 10 milliards de parts, vous prenez 100 millions de dollars, vous divisez par 10 milliards de parts, ça vous donne donc le dividende qui sera payé pour chacune des parts d'investissement. Et à partir de ce moment, vous allez vous poser la question, combien de parts est-ce que j'ai? J'ai 1 million de parts. OK, 1 million de parts multiplié par ce taux-là, ça me donnera le montant de ce que je vais gagner. Donc ça, c'est le premier gain. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, vous pouvez me poser la question dans la vidéo, dans les commentaires. Il faut me laisser les questions dans les commentaires, je vous répondrai. Le deuxième gain, c'est ce qu'on appelle les valorisations ou alors les plus-values que pourront réaliser les investisseurs lorsque l'entreprise va de commun accord avec les investisseurs, décider d'aller sur les marchés secondaires, sur les marchés financiers pour davantage lever des fonds. Ce qu'on appelle les entrées en bourse, ce qu'on appelle les inscriptions en bourse, les IPO. Oui, dans le cours de vie d'une entreprise, l'entreprise a la capacité, lorsqu'elle a des projets d'extension, des projets de développement et qu'elle se rend compte que ses investisseurs n'ont pas la capacité à pouvoir lui apporter le soutien, l'accompagnement, le financement nécessaire, d'aller sur les marchés financiers secondaires, ce qu'on appelle vulgairement la bourse, lever des fonds, c'est-à-dire revendre les parts d'investissement à des montants un peu plus importants. C'est donc là une véritable opportunité pour ceux des investisseurs qui, dès le départ, ont pris le risque d'acheter les parts sociales de cette entreprise-là à très vil prix. Vil prix, pourquoi? Parce que c'était à un stade très, très risqué de revendre beaucoup plus tard, des années plus tard,
dans ces marchés financiers-là, leur part d'investissement a des prix un peu plus élevés et générer des plus-values. Ça, c'est pour ceux qui voudront vendre parce que si cette entreprise fonctionne bien, génère des marges, très souvent, les investisseurs sérieux, intelligents, qui ont compris, ne vont pas vendre leur part d'investissement. J'aime souvent poser la question en disant, imaginez que vous avez un terrain dans un grand centre commercial, dans une zone géographique commerciale. Vous avez un terrain luxueux, choyé, qui, entre vendre le terrain et louer le terrain, qu'est-ce que vous allez préférer? Chaque fois que j'ai posé la question, tout le monde m'a dit non, moi je préfère louer, je ne peux pas vendre. Parce que je suis sûr que si je loue, je vais gagner de l'argent pendant plus longtemps. Et plus ce centre se développe, plus ce terrain prend de la valeur, plus le loyer sera grand. Mais c'est pareil avec les parts d'investissement. Lorsque votre entreprise, la période dans laquelle vous êtes, est en train de grandir, de se développer, génère des revenus, des bénéfices importants, ça veut dire que vous recevez des dividendes tous les années. Pourquoi vendre ces parts et avoir de l'argent et ne plus rien recevoir par la suite? Continuez simplement à gagner vos dividendes sans jamais avoir besoin de vendre. Généralement, c'est ceux qui ont des problèmes particuliers, qui ont besoin de liquidité, qui vont revendre, mais les investisseurs intelligents vont conserver leur part et profiter des dividendes. Donc voilà la deuxième possibilité pour vous de gagner de l'argent dans ce projet. La revente de vos parts sociales, devenir à ce moment-là des actions sur les marchés financiers et générer des plus-values. Très souvent, c'est une opportunité qui enrichit énormément parce que, voilà, vous pouvez acheter une part, je prends un exemple en France CFA, vous pouvez acheter une part aujourd'hui à 10 francs, 10 francs CFA, une part d'investissement. 5 ans, 10 ans plus tard, vous revendez la même part d'investissement à 100 francs, à 200, à 300. Imaginez que vous avez 500 000 parts, 1 million de parts, 2 millions de parts, 10 millions de parts, faites les calculs, c'est énorme. Donc, voilà les deux rémunération majeure auquel vous êtes exposé lorsque vous faites ce projet. Maintenant, il y a une troisième rémunération qu'il faut préciser particulièrement à ce projet, c'est que cette entreprise a développé durant son premier stade ce qu'on appelle sa technologie qui lui a permis d'acquérir des brevets. Ces brevets sont considérés comme de la propriété intellectuelle et ont une valeur marchande, ont une valeur comptable. Et ces brevets-là peuvent faire l'exploitation, peuvent faire l'objet d'une exploitation commerciale par d'autres entreprises. Ce qui est prévu selon les propos du fondateur, c'est que cette propriété intellectuelle ou cette exploitation de ces brevets par d'autres entreprises va générer des revenus. Et ces revenus-là ne vont pas attendre les années, les fins d'exercice d'activité pour être redistribués. Ces revenus issus spécialement de l'exploitation de ces brevets-là vont être redistribués tous les 3 mois à tous ceux qui détiennent les parts d'investissement de cette étape de financement. Donc, du coup, voilà une troisième source qui, de mon point de vue, va être une source très intéressante parce qu'elle va permettre d'apporter, de donner de l'argent, de reverser de l'argent pratiquement tous les 3 mois aux investisseurs. Et c'est quelque chose qui peut être très enrichissant quand on sait que cette entreprise MSC Ingénierie a vraiment réussi à faire des innovations majeures, des découvertes importantes qui peuvent faire les jeux d'exploitation par tout un tas de types d'entreprises agro-industrielles, pharmaceutiques, dans la santé, bref, dans énormément de domaines, beaucoup d'entreprises peuvent venir exploiter cette technologie, cette propriété intellectuelle. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair, mais voilà. Maintenant, après, il faut suivre le projet parce qu'il s'agit d'un investissement. Lorsque une entreprise comme celle-là ouvre son capital pour pouvoir vendre ses parts sociales, c'est parce qu'elle a besoin d'argent pour se développer. Un investisseur sérieux suit le projet, accompagne le projet, s'informe sur le projet, apporte, respecte ses engagements parce qu'on constate que beaucoup d'investisseurs, souvent dans l'euphorie, prennent des parts d'investissement, mais après se retrouvent en difficulté de paiement. Lorsque vous ne respectez pas la discipline de paiement, vos engagements, votre calendrier de paiement de vos parts sociales, puisque effectivement, vous l'avez compris, vous avez la possibilité de les payer en une tranche, en 10, 20, 30 tranches. Lorsque vous ne respectez pas ce calendrier-là, vous plombez le projet parce que ce calendrier-là permet à l'entreprise elle-même de faire des prévisions de rentrée de fonds et par conséquent des prévisions de dépenses d'investissement lorsque vous ne respectez pas chaque mois le paiement comme vous devez le faire, vous nuisez au projet. Et en nuisant au projet, vous augmentez le risque sur le projet. Et en augmentant le risque sur le projet, vous augmentez vous-même le risque de perdre votre argent. Des fois, je dis aux investisseurs, c'est souvent nous-mêmes qui faisons tomber, plomber un projet qui est bon, qui est bien, qui a besoin d'argent, mais nous ne jouons pas. Nous ne jouons pas notre part de jeu, notre part, nous n'assumons pas, nous ne jouons pas notre part de rôle. Et très souvent, malheureusement, ce sont ces personnes qui disent, mais quand est-ce qu'on va payer les
dividendes, quand est-ce qu'on va commencer à gagner de l'argent? Mais attends, avant de dire quand est-ce que tu vas commencer à gagner de l'argent, la question c'est est-ce que tu as été fidèle? Est-ce que tu as payé tes parts régulièrement? Parce que si tu l'as fait, alors c'est bien, mais si tu ne l'as pas fait, il faut le faire. Donc voilà brièvement ce que je voulais apporter comme information et dans nos sessions, dans nos webinaires, nous éclairons davantage, dans nos conférences un peu partout, en Afrique, dans le monde, en Europe, en Asie, avec les autres confrères, nous éclairons, nous apportons davantage d'informations. Donc, j'espère que vous avez été édifiés. Si vous avez d'autres questions, d'autres points d'ombre, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous apporterai vos éclairages. Je suis Victor Essonbet, partenaire national MSC Ingénierie pour le Cameroun, partenaire majeur de ce projet, partenaire de premières heures de ce projet et partenaire majeur en Afrique et dans le monde. Merci et à très bientôt.